got that steal too. And here he goes. Here we go. PG What you got? puts Oh, on the yeah! Let's play pick and roll with him. Halliburton against Beverly. Here's a long three. Halliburton got it. Yeah! Oladipo the rebound. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! He got it. Another one! Another one! Victor Oladipo has given the Pacers a 1-point lead. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Talk Pacers, dans un nouveau format. On va prendre le temps un peu de vous expliquer tout ça, je suis toujours à mon ami Pacers Family. Salut à tous. Et puis on va prendre un petit peu de temps pour revenir sur plein de choses, l'actualité, notre saison, parler un peu de rumeurs, et ça va prendre du temps. Donc voilà, on se lance dans le podcast maintenant, on va vraiment partir sur ce point-là, plus au sens strict du terme, donc des enregistrements tournés à l'avance, vraiment bien montés. On va essayer de mettre un peu de la qualité dedans. On va continuer les spaces, on va pas arrêter les spaces Twitter. On en fera, mais plus sur le sujet de l'actualité. Par exemple, je sais pas, la trade deadline, ça pourrait être une idée. Et en parallèle, on fera ces podcasts enregistrés. Pour des sujets peut-être plus sur le long terme, sur les reviews de l'équipe, ce qu'on pense, donner nos avis, avancer et tout. Je sais pas si t'as des choses à rajouter, Pacers Family. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on fera ce format de podcast de manière mensuelle pour revenir, comme tu l'as dit, sur l'actu, sur la suite de la saison, quoi. Notamment, donc, et les spaces vraiment concentrés sur s'il y a des choses un peu inattendues, par exemple un échange de Tyrese, mais c'est ça qu'on fera pas des spaces dessus. Mais voilà, vous avez l'idée, quoi. Et ben on va pouvoir commencer. On a envie de parler un peu de l'actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers jours. On enregistre ça le 16 décembre pour plus de transparence. De quoi t'as envie de commencer? Bah, pourquoi pas le match de cette nuit, vu qu'il est frais, Oui. là, dans la tête, que J'ai pas envie d'en parler, mais il faut en parler. on est obligé de passer par là. Pour remettre dans le contexte le match face aux Wizards, qui s'est fini sur une défaite des Pacers. Un match, encore une fois, avec un gros manque de défense. Et ça s'est senti dès le début. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais dès le début, j'ai senti un peu Tyrese pas dans son match, des passes un peu aléatoires, etc. Et ça a un peu déteint sur l'équipe qui a jamais su vraiment trouver le rythme offensif. Et quand t'es pas dedans offensivement, bah tu rates. Et quand tu rates, ça génère des transitions. Et les Wizards les ont parfaitement exploités. Ouais, je suis assez d'accord. Tyrese, le début de match de Tyrese, il est très oubliable. Ouais. Et autour de lui, ça a pas cliqué trop. Donc, quand tu commences mal et que Washington, dès le premier quart-temps, a commencé à prendre le momentum du match, on n'a pas réussi à le rattraper. Alors que pourtant, on a mené au premier quart-temps, mais Ouais. même dans le rythme et tout, on sentait que c'était pas forcément notre avantage non plus. Et puis ouais, déjà défensivement, on a rien produit. Donc, quand on n'a pas de stop derrière si on n'a pas l'adresse, c'est pas très bien. Même des joueurs comme Bruce Brown, j'ai pas trouvé exceptionnel en défense. Quand on arrive à ce point-là, généralement, c'est que c'est pas très bon signe. Ouais. Je trouve Bruce Brown d'ailleurs un peu dans le dur ces derniers matchs, malheureusement pour nous, mais j'espère qu'il va redresser la barre parce que c'est un peu problématique. Et quand même, comme tu le dis, un peu en dessous en défense, parce que c'est censé être lui qui garde le porteur de balle adverse, quoi, qui l'embête un peu, mais là, il y avait beaucoup d'espace pour eux. Et ça s'est senti. 137 points encaissés. C'est contre Washington qui joue très rapidement mais peu efficace normalement. C'est pas acceptable. Surtout pour pas nos ambitions, j'ai envie de dire, mais pour tenter d'accrocher le play-in, c'est des matchs que tu dois prendre, quoi, pour un peu prendre de l'avance sur la concurrence. Mais je trouve qu'on a aussi un peu souffert de ce manque d'expérience qu'a cette équipe globalement. Quand on voit en face Jordan Poole et Kyle Kuzma, c'est quand même des joueurs qui ont un peu de chemin. Jordan Poole, il est titré. Kyle Kuzma aussi, je crois qu'il est titré avec les Lakers en 2020. Ça reste des joueurs qui, offensivement, ont un bagage, ils savent comment faire. Et nous, on sent qu'on a un peu ce step-là qui manque. Tyrese commence à l'avoir, mais pas à un point que peut avoir Jordan Poole quand il met les tirs, quoi. Là, on a vraiment senti que il y a encore personne qui est capable de se dire, ok, maintenant c'est mon soir. Surtout dans les titulaires. Bruce Brown, il a un peu d'expérience, mais Bruce Brown, il est pas habitué à être une grosse option dans une équipe. Souvent, c'est plus un filler qui remplit très bien l'effectif. Miles Turner, il a pas forcément des masses d'expérience, et Buddy, il a jamais été en playoff. Ouais. Donc, il y a toujours un peu ce manque d'expérience-là que Washington avait et qu'ils ont très bien utilisé. Après, de ce que j'ai pu lire, c'est un des premiers matchs où Kuzma et Jordan Poole se mettent vraiment dedans. Je pense que notre défense les a bien aidés, mais... Kyle Kuzma, Jordan Poole, ils ont pas grand chose à perdre cette saison, donc quand ils voient autant d'espace dans une défense, let's go, quoi. Et ça a payé aujourd'hui avec une belle efficacité pour eux, qui sont vraiment peu efficaces cette saison. C'était pas notre soir. Non. Mais en plus, on sentait vraiment que Washington, il voulait le gagner.
Parce que dès qu'on a commencé à remettre du rythme, Kyle Kuzma il prend les choses en main, un petit 3 bien chiant sur un système. Vraiment, eux ils étaient vraiment en mode on en a marre de cette série de défaites, faut la finir. C'est un peu la honte et nous on n'a pas répondu. Ouais. Un point positif quand même, on peut parler de Isaiah Jackson qui a fait un super Oui, match. quel régal. C'est vraiment de mieux en mieux, quoi. C'est vraiment sa saison, la saison de l'explosion pour lui. On avait vu de très bons flashs auparavant, mais là, c'est au rebond déjà. Le rebond offensif surtout, c'est vraiment Ouais. un bol d'air, Le- quoi. C'est vraiment notre meilleur rebondeur offensif. En plus d'avoir une super protection d'arceau derrière, quoi, c'est vraiment bien. Le rebond qu'il a pris à une main contre Gafford et derrière qui le poster à deux mains, c'était Ouais. c'était impressionnant celui-là. Non, franchement, Mais oui, Isaiah Jackson, c'est super saison. Tout comme Jalen Smith et ça, comment on va faire? je te jure, on en parle Est-ce qu'on un peu plus tard, je pense, mais trois bigs de ce niveau-là, c'est franchement, on peut pas mettre de l'argent sur tout le monde, quoi. sur le banc, est-ce que tu fais rentrer le mec qui a 80% d'effectif field goal ou est-ce que tu fais rentrer le mec qui défend trop bien? C'est compliqué. Ouais. Faut les faire jouer ensemble. Hein. Franchement, On en reparlera peut-être plus tard. ouais. C'est un match sans et faudrait qu'on rebondisse. Bon, le match suivant, c'est les Wolves. Ça va être un peu plus compliqué, la meilleure défense de la ligue. Mais on verra. Sans Tyrese. On a battu des gros, pourquoi pas. Sans Tyrese, c'est vrai. Mais on a battu le Heat sans Tyrese aussi. On avait fait un super match. Donc à voir, à voir. Ouais, on peut parler du in-season tournament. Donc, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé au global de cette révolution un peu? D'une season tournament? Ouais. Bah, je trouve que quand tu le vivais d'un angle Pacers, c'était quand même très très cool. On a quand même bien joué là-dedans. C'était donc évidemment qu'on avait raison de bien l'aimer vu ce qu'on a proposé. Mais d'une manière générale, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Après, j'ai vraiment le prisme fan des Pacers, comme tu l'as dit. Oui. Mais je trouve que ça rajoute un peu de folie en ce début de saison, qui est souvent pas calme parce qu'on est excité à l'idée que la NBA revient, mais ça rajoute encore un petit plus, je trouve. Après, Oui. on peut dire des petits défauts comme le parquet, etc. Ça a souvent été évoqué. Même si je trouve le nôtre pas le pire, parce que j'ai vu des bleus et rouges immondes, mais Celui de la finale était pas giga bien. ouais, effectivement. Et oui, un petit peu ce point négatif de Vegas qui a donné très peu d'ambiance, quoi. Alors que quand on était à la maison, bah, c'était autre chose. C'était vraiment ambiance playoff, c'était vraiment cool. Donc, peut-être des petits points à rectifier. Pour la finale, les Lakers jouent à domicile. Oui, clairement. Les Let's Go Lakers, Ça faisait plus de bruit qu'au Crypto.com Arena, c'était... vraiment. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé ce qu'ont fait les Pacers. Pour revenir sur les Pacers, on a quand même un parcours qui est très très fort, parce qu'on est quand même allé super loin en battant des grosses équipes. Milwaukee, Boston, on a battu les Sixers dans le truc, on a battu les Cavs. On a vraiment fait un super parcours. Puis même je sais que la défaite était un peu amère pour tout le monde, mais je trouve qu'au global on s'en sort très très bien. C'était vraiment cool, ce petit format. Le match en jeu qui rajoute de l'expérience aux gars qui en ont très peu, comme tu l'as évoqué précédemment. Non, franchement, pour moi, c'est une réussite. Encore, bravo à Adam Silver, hein, qui, après le play-in, invente ceci et ça a plutôt bien marché. J'avais cru lire des chiffres d'audience en hausse, donc c'est de bon augure pour la suite, quoi. La finale a fait 4 millions, je crois. 4 millions et demi. Ce qui est vraiment bien. Ouais. Oui, après moi, ce que j'aime bien noter avec le in-season tournament, c'est qu'Indiana s'est vraiment dit, ok, on va se mettre dans un contexte où c'est comme les playoffs. Et on l'a ressenti sur le terrain, vraiment. Bon, la finale, les Lakers ont très très bien joué tactiquement, donc ça nous a un peu pris de court, mais que ce soit contre Boston ou Milwaukee, les joueurs étaient vraiment très très concentrés, très très appliqués. Et il y avait cette rage de gagner qui était vraiment visuellement très très visible. Aussi en interview, parce que tout le monde en interview, chaque joueur des Pacers disait que il prenait ça comme des matchs de play-off, ce qui a pu faire rire à certains fans d'autres franchises. Mais je trouve qu'on a bien senti ce côté-là play-off. Et pour une équipe qui voulait montrer qui elle était, bah, ils ont réussi à le faire quand même 2 fois en international, ce qui est vraiment incroyable. Donc je pense vraiment que ce in-season tournament était vraiment bien adapté à une équipe comme Indiana, qui s'est bien approprié les enjeux pour obtenir ce qu'elle voulait. Bon, pas le titre, mais sur plein de points, c'était vraiment bien géré par Indiana. Oui, je suis d'accord avec toi, franchement. Ça a permis de mettre en lumière que Tyrese Haliburton, surtout parce que j'ai l'impression que c'était plus, comment dire, il le connaissait d'une manière théorique, mais sans l'avoir vraiment vu jouer beaucoup. Et là, bah, le fait que le match du in-season tournament était le seul proposé, c'est vrai. Les quarts de finale, ça a permis aux gens de regarder et voir, en fait.
Et ça a vraiment fait beaucoup parler, surtout qu'il a fait un super match contre Boston et Milwaukee. Donc franchement, c'est cool. Et ça va rester dans les têtes des votants pour le All-Star Game, j'imagine. Même s'il y a peu de doutes qu'il y soit, quoi. Mais ça rajoute quelque chose en plus. Je pense que peut-être que ça pourrait même mener à d'autres matchs en antenne nationale par la suite, vu que le monde et les hauts dirigeants ont quand même vu ce que ça donnait Indiana et les audiences que ça a pu faire, même si je pense que les Lakers ont aussi bien aidé pour la finale. Ouais. Peut-être qu'on va pouvoir commencer un peu à gratter cette médiatisation qu'on voulait. Tyrese, t'as quand même bien le taf avec ses highlights et tout, mais peut-être qu'un jour on aura le droit à un match de Noël, quoi. Ouais, c'est cool, ça serait cool. Ouais. Parce que pour l'instant, j'en ai jamais vécu. Un autre truc dans l'actualité d'ailleurs, c'est la signature de James Johnson. Indiana avait 14 personnes dans son roster, ils avaient une place, ils ont pris James Johnson. James Johnson, c'est quoi? C'est un vétéran, il a 35 ans, il a 14 saisons NBA dans les pattes. C'est un gars qui peut défendre fort, qui est très très physique sous les postes 3, 4, il peut même jouer 5, on l'a fait jouer 5 l'année dernière. Offensivement, c'est pas incroyable, mais il peut ramener de la défense et surtout, c'est quelqu'un qui a été adoubé l'année dernière par tous les jeunes comme un très bon mentor. Ouais, James Johnson, le petit retour, suite à Daniel Theis qu'on a laissé partir chez les Clippers, qui leur fait un peu de bien d'ailleurs apparemment. Et ouais, comme tu l'as dit, vétéran, parce qu'on en a besoin, on a vraiment un groupe jeune, quoi. Oui. Et hormis McConnell, Buddy Hield, Miles Turner, le reste, c'est vraiment un groupe jeune. Donc James Johnson qui a été aimé de l'année dernière et qui rapporte, oui, un moyen de défense sur certains bigs qu'on a, par exemple Giannis Antetokounmpo, quoi, ou Joel Embiid pour apporter un peu de résistance, même si en général il va peu jouer, et s'il passe par exemple devant un Jarras Walker, ça va un petit peu m'agacer, un petit peu. Mais ouais, ça rajoute au moins de l'expérience, quoi. L'année dernière, moi, je me souviens, c'était un peu notre seule solution quand Kevin Durant nous mettait un run ou je crois que c'est contre Kevin Durant qu'on l'avait beaucoup fait jouer. Ouais. Et pourtant, il fait que 2,1 m. On pourrait se dire c'est un grand, mais non, il est pas si grand encore. Ouais. Mais il a vraiment ce physique, cette expérience en défense qui peut le faire tenir face à des grands joueurs NBA, même si bon, pas non plus incroyablement. Mais quand on voit qu'on n'a pas grand chose pour stopper Giannis et pour l'empêcher de mettre 64 points, c'est toujours ça de prix. Ouais, c'est clair. Et puis oui, c'est un habitude de la maison. Tout le monde le connaît. Je pense que si on l'a repris, c'est que ça a dû bien se passer l'année dernière quand même. Dans les choix, il était un peu dans ma shortlist, on va dire, pour le 15e spot. George Hill, que j'aime beaucoup. Je sais que tu avais évoqué Lance Stephenson sur Twitter. Moi, j'étais pour TJ Warren. TJ Warren aussi, oui. C'est vrai que par rapport à ce qu'il pouvait apprendre à Mathurin, c'est ça? Ça peut être pas mal, effectivement. Mais bon, James Johnson. Avec du recul, il occupe un poste qu'on a besoin. Il peut apporter des qualités qu'on n'a pas. Ça va, moi je trouve que c'est un bon choix. De toute façon, il sera amené à peu jouer, donc c'est vraiment pas si important que ça, quoi. Je regardais, il a joué 18 matchs la saison dernière. Quand même, ah ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Je m'attendais un peu moins. Il a dû faire des garbage time. Ouais. Donc on fait un petit retour sur le début de saison maintenant. Ouais, moi je suis chaud. Indiana, donc après 23 matchs, 13 victoires. 10 défaites. Pour l'instant, je trouve qu'on est très bien. On est 6e à la conférence Est, devant le Heat, derrière les Knicks. Je pense qu'on est très bien à notre place et si on m'avait dit ça en début de saison, personnellement, j'aurais signé. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je me souviens qu'au dernier Space, j'avais dit clairement que pour moi, si Indiana arrivait à avoir un bilan positif, ce serait parfait. Si on arrivait à avoir 45 victoires, par exemple, ce serait une grosse victoire. J'ai l'impression que pour l'instant, on est plutôt bien parti. Le chemin peut paraître un peu chaotique, mais dans les grandes lignes, on tient vraiment bien le résultat. L'équipe, elle est constante. Il n'y a pas eu de grosse série de défaites, il n'y a pas eu de grosse série de victoires. Je trouve qu'il y a un peu ce sentiment on a l'impression qu'elle peut tenir le rythme sur la saison, l'équipe. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est, comme tu as dit, peu de séries de victoires. C'est plutôt 2-2, 1-1, quoi. Ouais. Je vois qu'on a enchaîné 3 victoires Spurs, Jazz, Bucks, avec 2 gifles infligées aux Spurs et aux Jazz consécutivement. Donc ça a donné du jus pour les Bucks, ça. Mais sinon, ouais, 3 autres victoires de suite. Ça, par contre, c'était beau. Le Heat, Celtics, Bucks. Et pareil, pour les défaites, on n'a pas enchaîné 3 défaites pour l'instant cette saison. On est des séries de 2, mais je crois que la première série de 2, elle est arrivée après 15 matchs. C'est ça, ouais. On est vraiment régulier. Même là, je regardais, parce que disons que sur les 10 derniers matchs, on a quand même des joueurs qui sont un peu en dessous. Sur les 9 derniers matchs précisément, sans compter la finale d'une season tournament que j'ai pas compté, mais on voit qu'on a beaucoup de joueurs qui galèrent un peu en ce moment, et pourtant, le bilan, on est à 5 victoires, 4 défaites, avec des victoires contre des grosses équipes. Donc même quand on n'est pas forcément à notre meilleur niveau de jeu, on peut quand même aller chercher des victoires, ce qui est plutôt bon signe.
Oui, je suis d'accord avec toi. On a eu un passage de Buddy de moins bon qui est bien revenu ensuite. Après, ça a été autour de Bruce Brown, Obi Toppin qui ont été moins bons. Et on n'a pas tout le monde à 100% en même temps. Ça aurait pu nous octroyer d'autres victoires, mais pour l'instant, le bilan, on prend, hein. Et c'est un peu, j'ai pas le terme exact, mais le 5 majeur peut changer à tout moment de par l'irrégularité des autres gars, sans parler de Tyrese, bien sûr, qui lui est assez constant sur la saison. On a vu Rick Carlisle introduire Buddy Hield à la place de Bénédicte Mathurin dans le 5. Au bout de, je sais plus si tu sais à peu près, c'était Je crois qu'il a fait 13 matchs titulaires, Mathurin. 13 matchs, d'accord. Un peu moins de la moitié, quoi. J'ai bien aimé déjà ce choix de Rick Carlisle, hein. Ça a un peu libéré Bénédicte Mathurin qui a besoin du ballon et Tyrese le monopolise un peu trop pour lui. Mais bon, je pense on reviendra après un peu sur le cas Bénédicte Mathurin. Mais sinon, ouais, franchement, si Aaron Smith dans le 5, ça me choque pas. Obi Toppin dans le 5, ça me choque pas. Il y a vraiment beaucoup d'options. Je pense que les deux qui ne bougeront pas sûr, c'est Tyrese Haliburton et Miles Turner de par son statut. Franchement, le poste 2, 3, 4, tout est interchangeable, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. On a quand même l'impression que Carlisle essaie de construire un peu quelque chose parce que les rotations bougent pas trop. Qu'il a pas trop envie de faire changement parce que faire des changements, ça veut dire aussi reconstruire la stratégie, reconstruire les connexions. Mais c'est sûr qu'il y aurait moyen de faire des choses. Déjà, Buddy Hield, remplacé par Mathurin, qui remplace Mathurin, c'était un peu surprenant parce que autrement, il n'avait pas fait de changement en 12 matchs. Même Toppin, qui parfois est défense est un peu quand même négatif pour l'euphémisme, reste tout le temps. Il a toujours fait titulaire sauf une fois où Carlisle a justifié ça parce que l'équipe avait besoin de shoot dans un match qu'on avait gagné où Nesmith était rentré. Mais oui, c'est sûr que c'est assez intriguant. De toute manière, c'est un peu ce que j'ai pu répéter pas mal de fois sur Twitter, mais le 5 majeur, finalement, il est pas ultra important parce que les 5 qui finissent les matchs ou qui jouent le plus de temps, c'est jamais les mêmes. Carlisle, dès qu'il y a un mec qui est un peu dedans, il les fait jouer. Mathurin, typiquement, quand il a mis 30 points, il a joué 37 minutes, ce qui est très 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 rare pour Indiana. Ouais. Ah ouais. Donc les rotations en cours de match sont toujours différentes. Carlisle donne toujours la balle à ceux qui mettent dedans. Et heureusement, hein, parce que quand on voit ceux qui mettent pas forcément dedans, je suis bien content de pas avoir des rotations figées. Non, ça c'est un bon point de Rick Carlisle parce que comme tu le dis, il y a vraiment des coachs qui, à 5 minutes, tu dois sortir, t'as un tel rentre, c'est bien de s'adapter en cours de match, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de coachs NBA qui s'adaptent au match d'après, en fait. Et s'adapter en cours de match, c'est super. Et pour rebondir ce que tu disais par rapport au changement Mathurin-Hield, moi ça m'étonne pas vraiment qu'il soit sorti du 5 parce que pour l'instant j'ai vraiment encore un petit souci de complémentarité entre Tyrese Haliburton et Bénédicte Mathurin. Quand on regarde les statistiques en on-off par exemple, quand ils jouent ensemble, on a un net rating, un chouïa négatif de 0.29, on est à 122.96 d'offensive rating. Quand Tyrese joue sans Mathurin, on monte à 130. 8 points de plus, c'est énorme. Et à l'inverse, quand Mathurin joue sans Tyrese, on est moins bon offensivement, bien moins bon, 10 points contrairement à quand ils sont ensemble, mais défensivement par contre on a 15 points de moins. Donc c'est sur un moins grand échantillon, mais pour l'instant c'est chiant en fait, parce qu'on est frustré, parce qu'on veut voir les deux ensemble, on a besoin de Bénédicte Mathurin et de ses qualités, on a besoin de Tyrese Haliburton bien évidemment, mais bon, ça viendra, je perds pas espoir, ça commence à venir petit à petit, mais on en espère encore plus. Après, Bénédicte Mathurin a quand même fait un début de saison qui est pas très très bon, surtout au niveau réussite. Et là, très récemment, il se met quand même à enchaîner les tirs plutôt bien, surtout de loin. Il fait pas toujours des grands matchs au scoring, mais souvent il y a des bons pourcentages au tir. Sauf quand l'équipe galère, et là il se dit ok, c'est à moi de prendre le truc, et ça marche pas toujours. Mais je me dis que peut-être maintenant qu'il arrive vraiment à se trouver un rôle de loin et offensivement ça marche mieux pour lui, peut-être que dans un futur proche, ça peut commencer à matcher avec Tyrese. Mine de rien, Mathurin, il a pas tant que ça le ballon en main, sauf quand il veut attaquer. Il pose pas beaucoup de dribbles non plus, souvent c'est des attaques de 1v1 de loin, ou alors des pénétrations. J'ai envie de croire que leur jeu peut être complémentaire, même si pour l'instant, Hield et Haliburton, ils jouent ensemble depuis 4 ans, ils se connaissent par cœur, évidemment que ça clique mieux. Mais Indiana a quand même l'air d'avoir cette malédiction où entre Hield et Mathurin, les mecs mettent des paniques quand ils sont sur le banc, donc il faut pas faire entraîner Smith. Franchement c'est chiant, mais comme tu le dis, ça viendra. En tout cas, on est content d'avoir deux mecs qui peuvent contribuer comme ça, même si c'est le même poste. Ouais, clairement. Donc on pourrait revenir aussi au global sur le collectif d'Indiana, hein.
toujours la meilleure attaque de la ligue. C'est franchement impressionnant. Si on prend les stats bruts, 128,2 points par match, 5 points de plus que le deuxième, les Milwaukee Bucks. C'est affolant, c'est du jamais vu. Et le plus étonnant, c'est à 50,5% d'efficacité au tir. Franchement, l'attaque d'Indiana cette saison, je pense pas qu'on ait vu... Enfin, on a très peu vu ça dans l'histoire NBA, quoi. C'est fou. C'est sûr. Moi, ce qui me surprend vraiment beaucoup, c'est que ça fait 23 matchs et on est toujours là, en fait. Dès le premier match, on était là. L'attaque, elle bouge pas. Alors qu'on a vu pourtant qu'il y a vraiment des joueurs qui mettent moins les paniers qu'en début de saison. Mais non, toujours, il y a des gens qui sont là pour répondre. Et on maintient le rythme. Moi, j'ai toujours du mal à me dire, est-ce qu'on peut tenir la saison comme ça? J'ai l'impression, techniquement, ce serait historique. Non, franchement, c'est étonnant. J'aime bien prendre l'exemple du deuxième match contre le Heat. Tyrese Haliburton n'était pas là. On met 144 points au Heat. Et c'est n'importe quoi. Donc non, Tyrese n'est pas surcoté, etc. Par rapport à ça, bien sûr. Mais c'est les principes de Rick Carlisle offensivement qui ont très bien été assimilés, quoi. Et comme tu le dis souvent sur Twitter, notre deuxième option, c'est Miles Turner. C'est fou. C'est fou. J'évoquais aussi juste avant la propreté. Indiana avec 13,1 ballons perdus par match en faisant 30,5 passes décisives. Le ratio est... Franchement, tout est vert. L'attaque d'Indiana, tout est vert. On est vraiment content de ce côté-là. Et l'attaque d'Indiana, oui, c'est vraiment super. Et Tyrese Haliburton, il est vraiment pas étranger à tout ça, quoi. C'est vraiment le moteur de l'équipe. Les chiffres en attestent, c'est vraiment impressionnant. Là, il a à peu près en 27 points, 12 passes, et c'est fou, quoi. Avec un usage de 31,3, c'est même pas c'est au-dessus de 30, tu commences à avoir une très bonne utilisation, mais c'est pas Luka Doncic, quoi. Donc, il fait tourner l'attaque. L'attaque passe par beaucoup de passes. Les connecteurs comme Bruce Brown, etc. Budget qui la lâche. Mathurin, pareil, qui s'intègre de plus en plus dans le collectif. C'est vraiment super. Et puis, Haliburton a quand même ce truc maintenant où quand l'équipe a besoin de lui ou dans les moments serrés, souvent les matchs qui comptent aussi, il prend les matchs à son compte maintenant. C'est plus il s'efface comme avant où il faisait que des passes. Là, vraiment, il prend les tirs. Bon, ça rentre pas toujours, mais souvent ça rentre déjà. Des tirs aussi compliqués que ça, faut le noter, ça rentre. Et oui, l'attaque passe très très bien par lui. Mais même souvent, les premiers mi-temps, on peut en parler, mais les premiers mi-temps, il y a plein de premiers mi-temps où il finit à 7-1-7, 7 points, un rebond, 7 passes, et finalement, l'équipe, elle tourne très très bien. Parce que rien que le fait qu'il soit sous le terrain, les défenses, elles sont obligées de prévoir ça, et derrière, ça crée des espaces. Rien que le fait d'avoir Tyrese sur un terrain, ça fait augmenter l'attaque, même s'il touche pas non plus des masses le ballon. Surtout avec toutes ces défenses qui souvent le ciblent particulièrement, derrière, ça peut créer des espaces pour les autres joueurs. Lui, tu lui fous un écran, et derrière, il trouve une solution, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser un peu à, pas du tout les mêmes registres, mais la saison MVP de Russell Westbrook, il commençait énormément à mettre les coéquipiers dedans, en commençant par les passes, et après essayer de scorer, quoi. C'est un peu ce que fait Tyrese, bon, avec une bien meilleure efficacité au global, mais ouais, c'est bien dans l'idée d'abord inclure les copains qui mettent dedans, quoi, et après, si on est encore à la lutte au score. Troisième carton Tyrese, voilà. Apparemment, c'est le thème de la saison. Les Warriors, c'était le groupe. Nous, on a Tyrese, troisième carton. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il est dit avec Carlisle. On prend. Je pense que c'est un peu cet esprit de compétiteur où quand il est mené à la mi-temps, ça l'énerve, ou alors même quand il mène de peu, il dit ok, maintenant faut plier le match. Ça se sent, je trouve, dans sa manière d'aborder les trucs. Il a vraiment envie de gagner, quoi. Et il le dit tout le temps. Donc, je pense que c'est pas anodin là-dessus. Juste pour revenir, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'a fait Carlisle, c'est que, ok, on a Tyrese Haliburton qui joue très 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 bien, mais ce qu'a fait Carlisle, c'est que il a créé l'attaque autour de l'équipe et pas que de Tyrese. C'est vraiment, on voit cette diversité-là qui fait que on est moins dépendant de Tyrese qu'on l'avait été l'année dernière. Toujours un peu, ça se ressent quand il fait pas son match, mais on est moins dépendant de lui. Et c'est bien. Moi, je trouve qu'on a vraiment bien progressé sur cette dépense à Tyrese. Bon, on est encore très loin, mais on voit les efforts qui sont faits. Utiliser des Bruce Brown différemment, utiliser Tyrese Paul. Et je trouve que c'est peut-être un de nos meilleurs progrès avec l'attaque demi-terrain, qu'il faudra en parler peut-être en détail dans un article, je sais pas, parce que ce qu'on fait sur demi-terrain, c'est vraiment très très fort. Et oui, je trouve que vraiment ce collectif, c'est notre force, même si c'est aussi notre faiblesse parfois, je pense qu'on peut en parler aussi. Oui, la transition évidente, c'est la défense, bien sûr, hein. Mon gros point noir cette saison sur la défense, c'est la protection de cercle. En fait, ça m'énerve. Pourquoi ? Parce que ce que j'aime dans la défense, c'est la protection de cercle. Le point le plus facile à mettre, c'est au panier, quoi. C'est au cercle.
cette année, j'ai un souci avec Miles Turner, c'est que j'ai l'impression qu'il ne contre plus et qu'il protège le cercle de moins en moins, alors que c'était sa force en arrivant dans la ligue et ses premières saisons. Et là, c'est en train vraiment d'être un pivot d'attaque plutôt que défense, quoi. Après, je pense que maintenant aussi, il est très très facile à esquiver, Miles Turner. T'as juste à l'éloigner un peu de l'action. T'as plein de manières de maintenant le faire en sorte que tu peux l'éviter. Et puis lui-même aussi, comme tu le dis, il y a quand même moins d'entrain, les positionnements est différent aussi. Ouais, ça se ressent. Moi, je pense que Miles Turner, dans des meilleures conditions, il peut vraiment être plus impactant en défense, même si je pense qu'on pourra jamais vraiment le retrouver au niveau qu'il avait en 2010-2009. Peut-être parce qu'aussi il a moins la force physique ou plein de facteurs comme ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait hier Jarrett Walker niveau protection d'arceau, qui pourtant était pas forcément sa grande force, c'était vraiment un peu son point faible. Mais utilisé hier un peu en second rideau, il a vraiment été pas mauvais. C'est un des trucs où je l'ai préféré hier parce qu'il a joué un peu de temps contre Washington vu qu'on était mauvais. Peut-être qu'avec ça et Ajax, quand ils ont joué tous les deux à côté, c'était vraiment pas mal. Après, c'était contre Washington, donc c'est à nuancer toujours. Et je me dis peut-être qu'il y a moyen de vraiment arriver à protéger cet arceau, et ça me donne envie quand même de voir Jarrett Walker avec Miles Turner, parce que ce que j'ai vu de Jarrett Walker était quand même pas mal, et je me dis à côté de Miles Turner, ça pourrait être cool. Non, toujours pas. Mais oui, c'est quand on l'a drafté, la complémentarité, elle est évidente. Et Jarrett Walker, oui, effectivement, c'était pas son point fort, la protection de cercle, pardon. mais son utilisation, elle est bien mieux. Déjà depuis la Summer League, Rick Carles avait du mal à l'utiliser défensivement, j'avais l'impression. Mais là, c'est de mieux en mieux et bon, on sait toujours pas vraiment les raisons de pourquoi cette limitation de minutes, pour pas dire qu'il n'y en a pas. Mais petit à petit, ouais, on le voit faire de bonnes choses des deux côtés du terrain. Et je rebondis juste sur Miles Turner. C'est vrai que si t'as de meilleurs défenseurs à côté de toi, bah logiquement t'es meilleur, t'as moins de joueurs adverses à gérer et tu te concentres bien sur la protection de cercle. Mais ce qui me dérange, c'est que dans cette même configuration, Isaiah Jackson le fait bien en fait. Donc je me dis à quel point Miles Turner est en train de décliner défensivement. C'est ça qui m'embête un peu en fait. J'ai cette comparaison Ajax et Turner. Je sais pas si on peut ouvrir un petit dossier concernant les trois pivots, mais... Après, juste pour revenir sur ce point avec Isaiah Jackson, je pense que il faut aussi lui rendre ses lauriers. C'est vraiment depuis qu'il est arrivé, c'est quand même un des meilleurs protecteurs d'arceau de la ligue. Donc évidemment que Miles à l'époque ça l'était aussi, mais faut pas non plus négliger ce que fait Isaiah Jackson en protection d'arceau, qui est très très bon. Il a toujours été un des meilleurs contreurs de la ligue quand il joue, avec des temps de jeu qui sont pourtant pas très bons. Mais oui, c'est sûr que Isaiah Jackson là commence à faire de l'ombre, et parfois tu te dis juste, en fait, sur le terrain, j'ai envie d'avoir Isaiah Jackson, quoi. Et on peut revenir sur le fait qu'on est trois pivots et en parler un peu. On peut faire une petite parenthèse sur ça. Quel profil fitterait mieux avec l'équipe pour toi? Profil. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les trois apportent quelque chose de différent, et que donc ça permet vraiment d'avoir ce petit éventail-là. Je pense que j'ai du mal à dire un gars qui serait meilleur que d'autres, parce que quand t'as besoin d'attaque, t'es vraiment très très bien content d'avoir Miles Turner. Quand t'as besoin de défense, t'es vraiment bien content d'avoir Isaiah Jackson. Quand t'as besoin un peu des deux, t'es content d'avoir Jalen Smith. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'as un gars qui te sort particulièrement ou qui penses qu'il fit bien mieux que le reste? Et je pense d'abord offensivement, et je me dis que la capacité à shooter de Jalen Smith et Miles Turner, c'est super pour Tyrese Haliburton, puisqu'il exploite extrêmement bien le pick and pop, et c'est vraiment une force qu'on a. C'est vraiment un de nos plays qu'on joue le plus, quoi, le pick and pop, et c'est très souvent sanctionné parce que les deux sont de très bons tireurs. Mais je me dis à quel point on perd défensivement avec la protection de cercle, et Isaiah Jackson, c'est vraiment... En fait, je me dis, un peu con, mais start bench cut, pour l'instant, j'arrive pas à répondre à cette question. Je me dis à quel point Jalen Smith peut remplacer ce que fait Miles Turner. Et... Offensivement, non, quand même pas. Ouais. Miles Turner est bien devant, quand même. Oui, pour l'instant, oui. Mais pour la capacité à étirer le terrain, ça pourrait être bien. Mais Isaiah Jackson, j'ai pas envie de le voir partir, quoi. Je pense qu'il a peut-être gagné cet été. Il y a Jalen Smith qui est agent libre. Et je me demande si petit à petit Isaiah Jackson est pas en train de faire sortir un peu Jalen Smith de nos plans, parce que le niveau qu'il affiche quand même, il a beaucoup progressé, Isaiah Jackson. C'est impressionnant le gap entre l'année dernière et cette année. Ouais, vraiment. C'est en train de au début de saison, typiquement, le chouchou c'était Jalen Smith. Peut-être que là, il est en train de reprendre le flambeau, quoi, parce qu'il a eu sa chance, avec notamment la malheureuse blessure de Jalen Smith. Mais ouais. Et d'ailleurs, comme tu le disais, agent libre cet été, je serais quand même dans l'optique de re-signer Jalen Smith, hein, avec toutes les garanties qu'il apporte, et vu son profil, il est au pire des cas facilement tradeable, quoi.
peut-être une porte de sortie que j'avais vue. Moi, il y a eu un match, je ne saurais plus dire lequel, où on avait, en fait, en sortie de banc, on avait des blessés. Je crois que Nesmith n'était pas là. On avait foutu Ajax et John Smith et ça a plutôt bien marché, en fait. Ça. Quand t'as un gars comme Isaiah Jackson que tu peux foutre dans la raquette et demander de protéger l'arceau ou lui faire des passes et que t'as John Smith qui peut un peu stretch, Ouais. bah finalement, c'était bien passé. L'année dernière, on avait tenté pendant 25 matchs avec Mastoner, ça n'avait pas trop bien marché, mais là, je trouve que c'était faisable, en fait. Et défensivement, offensivement, tu perds pas mal quand même, hein, parce que Jalen Smith et Isaiah Jackson, ils sont pas très polyvalents dans leur attaque, mais défensivement, c'était plutôt pas mal. Et quand tu joues contre des grands, ça avait bien marché. Donc je me dis, peut-être qu'il y a une porte de sortie par là, à voir. Mais oui, ça va être compliqué. Moi, j'ai envie de garder Jalen Smith parce que je l'adore. Vraiment, je trouve que défensif, c'est notre joueur le plus complet actuellement en défense, en attaque. Il peut un peu tout faire, ce qui est quand même plutôt pratique. Isaac, j'adore, mais offensivement, c'est compliqué actuellement. Faut quand même bien le servir. Quand il est servi, il y a aucun problème, il va mettre les tirs. Le tir le plus loin qu'il a pris cette saison, c'est à quoi, 3-4 mètres? Ouais. Ça peut devenir problématique sur le futur, quoi. S'il est titulaire, les gars vont lui laisser juste 5 mètres en défense et t'attaques à 4, quoi. Ouais. Après, j'ai bien aimé son match contre Washington. Il a proposé un peu mieux de meilleures choses offensives, quoi. Parce que dans le premier space, on évoquait vraiment sa capacité de rim runner à alley-oop, quoi. On va pas lui en demander plus, mais j'ai vu des choses pas mal au poste. Il a pas un toucher Ouais. incroyable, mais il a su prendre position sur son match-up et il a fini à 20 points, c'est ça? 20 points, très très bon. 20 Ouais. 13 rebonds, c'est ça. Et surtout, bah, c'est rebond offensif qui lui donne des secondes chances pour lui ou pour les autres, quoi. C'est vraiment. Et puis son playmaking aussi, encore hier, il t'a fait une petite passe à terre au poste pour TJ McConnell, c'était pas mal. Mais oui, moi je trouve qu'il progresse bien. Comme t'as dit au poste, bon, t'as un peu l'impression qu'il fait du lancer de poids parfois, mais il a un petit toucher et ça rentre assez souvent. On sent qu'il y a du travail qui est fait aux entraînements. J'ai hâte de voir ça. À mon avis, il va falloir attendre la saison qui avance et tout pour avoir des réponses. On va peut-être avoir des blessures aussi. On sait que Masterner, il est pas non plus immune aux blessures. Jalen Smith non plus. Donc peut-être qu'on aura aussi d'autres opportunités de voir des joueurs dans des systèmes différents. On verra un peu, mais on a quand même une rotation de pivot et une rotation de meneur qui est très 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 bonne. Hein. Excellente transition, parce que j'allais t'en parler pour la rotation à la main. On fait une aussi bonne saison en attaque, c'est parce que le playmaking constant sur le terrain, c'est vraiment fou, quoi. Quand t'as Tyrese Haliburton, qui est the meneur, quoi. Derrière lui, TJ McConnell, qui, je pense qu'on se rend toujours pas assez compte à quel point il est fort, mais c'est vraiment. Il doit pas partir. Non, jamais. Et Andrew Nembhard, bah, on connaît ses qualités. Franchement, le playmaking constant sur le terrain, c'est sûrement ce qui fait que notre attaque tourne aussi bien, quoi. On n'a jamais de points morts. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais l'attaque est tout le temps fluide, quoi. De leur QI offensif. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que encore une fois, c'est 3 profils assez différents, en fait. On peut se permettre de faire rentrer les joueurs différemment selon ce qu'on a besoin ou pas. McConnell, par exemple, c'est quand il faut mettre du rythme, de l'intensité et du hustle un peu. Andrew Nembhard, il est très très bien quand faut mettre un peu des points sur des isolations, quand ça crée pas beaucoup ou qu'il faut défendre. Actuellement, je trouve qu'on sent beaucoup le manque d'Andrew Nembhard en défense parce que sans lui, c'est un peu la galère. Il remplaçait bien les tâches que Bruce Brown qu'arrivait pas à tenir. Et Tyrese, si tu mets des paniers ou dynamises son attaque, évidemment que tu as besoin de lui. Donc on a 3 profils très différents, très très valuable. Sur le long terme, je pense que c'est compliqué à chaque fois de maintenir trois options sans même poste dans une équipe qui va être compétitive, parce que les mecs vont donner des contrats. Mais moi, je sais pas toi, mais parfois je me dis, finalement, est-ce que j'ai pas envie de refoutre Andrew Nembhard poste de titulaire parfois quand Bruce Brown met pas un panier? Oui, je suis d'accord avec toi pour l'idée de Nembhard, parce que j'y ai pensé. Donc je pense que Bruce Brown a le privilège parce que très bon début de saison, la complémentarité avec Tyrese était bonne, et Andrew Nembhard a plus la capacité à gérer la seconde unit, contrairement à Bruce Brown. Donc je me dis que il est bien en sortie de banc. L'année dernière, c'est vrai que ça marchait bien. On voit aussi des tracks arrière Haliburton Nembhard quand on galère défensivement, mais ce qui m'embête, c'est que ça devrait pas avoir lieu, parce que Bruce Brown a été recruté pour ça, en fait, et obligé de refaire monter Nembhard dans ce genre de configuration pour stopper l'attaque adverse. C'est chiant, ça lui enlève des minutes de création pour la seconde unité. Après, c'est des configurations intéressantes, hein, mais j'aime bien le voir avec le ballon dans les mains.
Ouais, je suis d'accord, surtout que son duo de hoop avec Isaiah Jackson est très très reconnu, hein. C'est un des meilleurs l'année dernière alors qu'ils n'ont pas joué beaucoup. Oh oui. Mais après, je pense que Bruce Brown, il a un peu plus ce profil où il est plutôt là pour défendre des ailiers. On l'a vu beaucoup dans sa carrière. J'ai l'impression que le test sur les meneurs est un peu moins concluant parce qu'il est moins rapide et il est plutôt physique que rapide, quoi. Donc, je me dis peut-être que là aussi, pour ça qu'on fait souvent monter Nembhard, parce que Nembhard est quand même un peu plus rapide et il tient vraiment bien en face, il reste bien en face de son match-up, hein, souvent, et les appuis sont bien placés à chaque fois. Mm. Donc peut-être qu'il y a aussi pour ça, mais pour l'instant, on a un peu du mal avec Bruce Brown, ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'on lui demandait beaucoup et je pense qu'aussi, il est vraiment pas habitué à jouer dans un système qui est moins développé parce que, je sais pas, qu'on peut prendre toutes ses présentes équipes, il avait un rôle bien défini qui était pas non plus énorme. Ouais. On lui demandait de faire des choses bien précises et il les faisait extrêmement bien. Et là, cette saison, on est un peu en mode, bon, gars, si tu peux tout nous faire, viens. Et ça a pas l'air si simple. Ouais, je suis d'accord avec toi. Déjà, il était beaucoup en sortie de banc avant. C'est vraiment là qu'il commence dans le 5 majeur avec beaucoup de minutes. Donc c'est vrai qu'on lui demande de défendre le point d'attaque adverse, de rentrer ses trois, d'aller attaquer le cercle pour un peu d'alternance offensive, etc. et faire l'extra passe. C'est vrai que ça demande beaucoup. Bon, après, il a eu le contrat pour, Ah oui. on va dire, mais comme tu le dis, c'est vrai, j'ai remarque pertinente sur son utilisation défensive, peut-être mieux sur pas les porteurs de balles. Et du coup, on aurait, comme tu le dis, besoin de Andrew Nembhard parce que c'est pas Tyrese qui va défendre ce genre d'attaquant, quoi. Tyrese qui, paradoxalement, est quand même bien meilleur quand tu les fous sur des ailiers off-ball. Ce qui est assez surprenant. Tyrese, on le met rarement sur des meneurs quand ils sont bons. Tyrese, on essaie de le mettre sur un gars qui a pas trop le ballon en face. Enfin, je sais pas. Contre Washington, tu vois, typiquement, tu le fous sur Corey Kispert. Tu lui dis, bon, mec, lève les bras, bouge un peu. Oui, c'est ça. On essaie Après, de le cacher un petit peu, quoi. Après, juste pour revenir sur Bruce Brown, on a joué 20 matchs. Moi, je suis quand même d'avis de lui laisser du temps. Oui. Il va revenir, c'est sûr. Le début de saison, par exemple, était très très bon. Moi, j'ai vraiment bien aimé, même si au scoring, il était pas forcément très présent. Il mettait ses tirs de loin, il mettait les tirs importants. J'avais vu ce niveau stats, que c'était un des meilleurs gars sur isolation. Ce qui est assez paradoxal, mais il a vraiment bien ce petit jeu de dribble où il arrive à se trouver un tir près de la raquette en 1 contre 1. Moi, il y a plein de choses que j'aime bien chez lui. Après, espérons que il trouve vraiment sa bonne place dans son système et qu'on arrive à le voir plus consistant. Et après, on peut revenir sur le cas McConnell qui est vraiment... J'ai pas les mots, en fait, pour le décrire à quel point il est bon. Et comme tu dis, j'ai pas du tout envie qu'il parte. Heureusement qu'il est là parfois quand même. Hein. Heureusement qu'il est là. C'est notre vétéran, moi je dis. Vraiment, c'est celui qui prend plus le rôle à cœur, qui sur le terrain, au bord du terrain, il y a vraiment des moments où c'est lui qui dit bon les gars, faut arrêter de déconner, Non, tout en étant assez positif. Non, franchement, c'est vraiment le cœur d'Indiana, quoi. Les poumons. Ouais. Toujours les bons choix. J'avais vu une stat passer sur lui en plus récemment, son efficacité sur pick and roll. Avec les 3 bons bigs qu'on a, c'est super, c'est le meilleur de la ligue, hein, pour te dire. sur l'efficacité. C'est fou, en fait. Il apporte vraiment beaucoup de choses, le playmaking, l'énergie. Parce que on parle pas de Caruso, hein, mais l'énergie qu'il met dans tout ce qu'il fait, c'est super, quoi. Et on a vraiment besoin de lui. Et il a tellement d'expérience que pour lui gérer, que ce soit le 5 majeur ou la seconde unit, c'est rien pour lui. Il le fait tranquillement. Ouais, et c'est aussi là qu'on voit qu'il y a vraiment encore plus un dilemme, encore plus qu'avec les pivots sur qui tu fais jouer, quoi. Et Kala, il a toujours pas trouvé la réponse niveau meneur. Souvent, il a eu besoin de mettre TJ McConnell parce que l'équipe, elle tournait pas bien. C'est pour ça que Andrew Nembhard, là, il a été blessé, mais sur les 10 derniers matchs, il a pas eu beaucoup de temps de jeu parce que l'équipe, on l'a vu, elle joue pas bien en ce moment. Mais t'as besoin de McConnell qui lui peuvent changer des matchs. C'est compliqué, il est trop fort. Dans le projet, il marche pas très bien niveau futur, mais en fait, il est tout ce qu'on a besoin à ce que les jeunes n'arrivent pas à apporter. Donc, il continue d'être un des joueurs d'Indiana les plus importants depuis qu'il est là, en fait. Hein. Il a jamais vraiment changé, il s'est amélioré. Et cette saison, il prend pas de tir de loin, donc c'est encore plus impressionnant. Et juste pour revenir sur les pick and roll, moi, je sais que depuis le début de saison, je crois que en pourcentage d'utilisation, donc les joueurs qui se servent le plus du pick and roll, je crois que top 3 t'as Tyrese et top 10 t'as TJ McConnell. Donc le jeu d'Indiana est vraiment beaucoup basé sur pick and roll. En même temps, on en fait plein de partout et on a vraiment 2 joueurs qui sont très très bons pour les exploiter de manière très différente d'ailleurs, mais TJ McConnell n'y est pas pour rien. Surtout quand tu l'associes à des
Jalen Smith et des Isaiah Jackson, des joueurs qui font les bons déplacements et qui sont un peu intelligents quand même, bah ça peut faire vraiment des très bons duos. On l'a vu hier, hein, TJ McConnell et Isaiah Jackson, ils ont vraiment bien joué ensemble et c'est pas une première. Je sais que c'est pas le joueur le plus aimé, surtout en Amérique, et il commence un peu à faire fermer des bouches, donc trop bien. Moi je l'adore. En France, c'est évidemment des chouchous. Totalement d'accord avec toi. Bah, je pense que maintenant on peut parler un peu de stats. On a pris plein de notes avec plein de stats. Moi j'en ai quelques-unes. Et puis ça peut être intéressant pour capturer un peu notre début de saison. Je sais pas si tu veux commencer. Moi, je te laisse la main. Qu'est-ce que j'ai? Moi, ce que j'ai un peu regardé les stats dans le clutch, même si c'est les stats qui restent un peu imprécises parce que la définition de clutch elle est très subjective. Ouais. Mais quand même ce qu'on voit c'est que Indiana, moi je regardais 8 victoires, 4 défaites dans le clutch. Donc Indiana se met à gagner des matchs dans le clutch, ce qui est vraiment une première depuis 5 ans. Et puis évidemment, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu, mais Tyrese Haliburton dans le clutch, c'est 70% au tir, 73% de loin, avec 2 tirs dans le clutch par match. C'est n'importe quoi, franchement. Juste pour préciser, le clutch, ce qui est considéré dans le clutch, je crois que si tu me diras si je me trompe, mais c'est quand il y a des écarts de moins de 5 points dans les 5 dernières minutes du match. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 4 Et, ou 5, je sais plus. 4 ou 5. Et donc, dans ces moments-là, quand Tyrese tire, il a 70% de réussite, 73% à 3 points. C'est-à-dire qu'il met les différences, il met les tirs importants. Et même, aussi d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a Buddy Hield. Buddy, il a 65% au tir dans le clutch, 50% de loin. On s'y attendait pas, mais Buddy Hield dans le clutch, il régale. Je pense qu'il y a aussi peut-être le match contre les Hawks, où il en a mis 5 de suite à 3 points, qui monte les stats. Mais oui, dans le clutch, on est vraiment bon. Et par contre, je regardais un peu aussi les moins bons élèves de l'équipe dans le clutch et on voit que Mathurin, il a 20% au tir, 0% de loin dans le clutch. Il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait un peu moins, il a dû faire 6-7 matchs dans le clutch. Et Bruce Brown, 35% de loin, 16,7% de loin. Ce sont les mecs que tu vas essayer de sortir au coup tu mets au dernier moment dans le match parce que là aussi t'es pas là. Mais oui, on gagne nos matchs dans le clutch, ce qui est important. On a le 4e plus-minus dans le clutch. On est vraiment très très bon à cet exercice-là. Et c'est bien parce qu'on a affronté beaucoup de grosses équipes où c'est nous qui fermons le match en fait. Voilà, j'avais envie de le noter. Ouais, c'est un très bon point. Et comme tu le disais, on n'apprend rien au coaching staff, mais on le voit dans les statistiques ça se retranscrit sur le terrain en fait. Qui finit les matchs? Tu as cité Buddy Hield, il finit les matchs. Tyrese Haliburton bien évidemment. Et je sais pas si tu as pu voir les chiffres de Aaron Nesmith, mais je l'ai vu. Et il est dans la moyenne. En gros, il a 50% au tir, 35 de loin. Tu vois. Déjà c'est super. Et ce qui est pas dans les pieds, c'est sa défense quoi. Et ça aussi c'est clutch parce que on n'a pas encore évoqué Aaron Nesmith, mais quelle saison il nous sort aussi. On l'a re-signé à 13 millions par an. Oh là là, quel régal. Masterclass. Les gens comprendront. Est-ce que tu as une statistique à nous donner peut-être de ton côté? Alors ouais. J'ai une statistique que j'aime beaucoup concernant Isaiah Jackson. Donc, comme on sait, Isaiah Jackson fait une saison honorable, 7 points, 5 rebonds, 1,5 contre. Surtout cette statistique qui m'intéresse en 14 minutes. Et relatif à son poste, Isaiah Jackson, 5% de block percentage, 99e centile. C'est juste si web au montage, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas expliqué le block percentage, alors qu'on en parle très longuement. Assez basiquement, c'est le pourcentage d'actions adverses qui finissent par un compte d'Isaiah Jackson. C'est-à-dire que 5% des attaques adverses, peu importe comment ça se joue, se finissent par un compte d'Isaiah Jackson, ce qui est énorme pour le coup. Voilà, je voulais juste préciser pour que tout le monde comprenne. Bonne continuation. Une personne fait mieux que lui, Walker Kessler. Il est devant Victor Wembanyama, Brook Lopez, Charles Basset, Nicolas Claxton, toute cette bande-là. Donc pour le coup, au contre, il est vraiment très impressionnant en fait. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain, en plus de sa protection de cercle où il fait pas que contrer, et il met fin à des possessions adverses en contrant. Et il a une particularité, j'en avais un peu parlé sur Twitter, c'est que quand il contre, la balle sort pas tout le temps, et voire rarement. Ah oui. Il y a des stats qui mesurent ça? Ou non, c'est... Ok, en fait, quand j'ai clippé les extraits, je vois que la balle, soit elle va dans les mains d'un coéquipier plutôt, pour repartir en transition effectivement, où il arrive à l'attraper, etc. C'est vraiment important, ça fait une différence. Au lieu de l'envoyer en touche pour leur redonner le ballon, non, on la garde en fait. C'est vraiment mettre fin à la possession adverse. Et c'est super ça. J'ai quand même l'impression qu'il a des bras tellement grands, il est quand même tellement long que la plupart du temps, quand il contre, la balle, il la dirige vraiment vers le sol, quoi. Quand t'as les joueurs plus petits, souvent quand ils sont au niveau des mains, le ballon, il fonce dans les airs, mais lui il est tellement grand que ça tombe directement vers le sol et on le sent aussi dans ses contres. Ouais. Il a vraiment un timing impressionnant. En fait, quand il décolle,
il décolle en même temps que l'adversaire, en fait. Il est déjà à sa hauteur. Et je pense que c'est comme ça qu'il arrive à rediriger le ballon un peu où il veut, quoi. C'est vraiment de haut niveau d'avoir un QI défensif comme ça. Et il y a une autre stat en corrélation que je peux mettre avec lui, c'est statistique on-off. Donc quand il est pas là sur le terrain, Indiana a un defensive rating de 126.61. Quand il est là, ça descend de 15 points, 111.71 sur un échantillon de 207 minutes. Et c'est vraiment impressionnant et ça prouve sa valeur défensive, quoi. Surtout que maintenant, il tient les pivots, en fait. Il peut défendre au poste maintenant. Avant, c'était un peu son problème. Ok, faut qu'il baisse son centre de gravité pour tenir des Embiid et tout. Mais il peut résister. Il y a plein de profils où Miles, par exemple, il est moins efficace contre les mecs vraiment très physiques et Isaiah Jackson, il peut vraiment tenir les coups. Donc c'est vraiment, on sent que sa défense s'est aussi améliorée. Il est moins contreur seulement. Là, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'avais aussi évoqué en pré-saison. C'est que ce qui me faisait peur avec Isaiah Jackson, c'est qu'il prenait pas de poids. Il est vraiment fin, en fait. Il est aux alentours des 95 kilos, je crois. Pour un big, c'est peu. Bon, il a quand même une bonne taille. Il doit être aux alentours de 2m6, 7, 8, dans ces eaux-là. Mais j'avais peur pour sa prise de poids, en fait, qui ne résiste pas justement à des joueurs comme Joel Embiid, etc. Mais pour l'instant, il le fait très bien. Donc c'est vraiment encourageant pour la suite et qui continue à prendre du muscle, comme Jalen Smith a pu le faire là. On voit, comme tu l'avais évoqué au premier space, des muscles bien saillants, etc. C'est super. C'est de très bon augure pour la suite. Il faut juste qu'il arrête de sauter sous les feintes de tir à 3 points et puis on sera déjà pas mal. Ouais. Je pense. Bah c'est un de ses petits défauts d'ailleurs, c'est les problèmes de faute. Il en prend des fois assez rapidement. Là d'ailleurs cette saison, c'est ce record de fautes. Malheureusement, il a 3 fautes de moyenne en 13,8 minutes. C'est beaucoup trop. Et c'est aussi le même problème de Jalen Smith. C'est pour ça que pour l'instant, Miles Turner est plutôt serein, tu vois, sur son temps de jeu, parce que lui, il a pas ce problème-là. Quand il fait cibler, ouais. Mais les deux derrière, pour l'instant, ont des problèmes de faute et je pense que ça va se corriger avec le temps. De toute façon, il a 22 ans, donc. Je trouve que il sait quand même, je trouve qu'il y a quand même du progrès aussi là-dessus. Ok, il fait toujours beaucoup de fautes, mais j'ai quand même moins l'impression que c'est des fautes bêtes. Avant, vraiment, parfois, juste, il poussait un mec quand il tirait, c'était N1. Là, j'ai quand même l'impression ok, on est encore très très loin du compte, mais quand il fait des fautes, il fait pas semblant, il bloque vraiment les options. Et puis, je pense que c'est aussi un peu le revers de sa défense repose beaucoup sur son physique. Et je pense que plus que sur sa technique, inlassablement, tu vas faire des fautes derrière. Mais moi, ce que j'ai aussi un peu envie de noter, c'est que Miles Turner, en fait, il joue pas tant que ça. Hein. On sent vraiment que le trio des pivots fait bien le taf, parce que Miles Turner, il joue 27 minutes par match, ce qui pour une seconde option est vraiment assez mineur. Ouais. Et ça sent aussi sur un autre côté, je trouve, cet aspect que Miles Turner joue pas beaucoup, c'est que les rebonds. Miles Turner, il prend 8 rebonds par match sur 27 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Je regarde, si tu mets les stats par 36 minutes, il est vraiment dans la moyenne des pivots. Il est au-dessus de Jarrett Allen, de Şengün, en dessous de trucs genre Zubac. Donc c'est vraiment pas si mal, mais en fait, il joue tellement peu que au rebond, on se fait quand même assez bouffer. Alors que lui, finalement, il a quand même fait des progrès. Hein. Moi, je regardais les stats, c'est pas si mauvais rebondeur, même si on pourrait évidemment penser mieux. Mais l'équipe au global et sur le banc notamment, c'est un peu moins constant, je dirais, au rebond. Jalen Smith, c'est pas non plus le plus gros rebondeur. Isaiah Jackson, c'est pas mal. Je pense qu'il peut vraiment devenir un bon rebondeur. Hier, on a pris 13, je pense. Personne dans notre saison a pris plus de 13 rebonds sur un match. Okay. Et lui, il a dû le faire en 20 minutes, donc ouais, c'est fou. En tout cas, joué. Mais voilà, moi je trouvais qu'on critiquait un peu Miles Turner abusivement sur les rebonds, alors que je trouve que ça va. Bah, je vais appuyer tes propos en citant une nouvelle stat, c'est que cette saison, Miles Turner prend 21,2% des rebonds défensifs de l'équipe, 75e centile relatif à son temps de jeu. Et c'est son meilleur en carrière. L'année dernière, il était à 72. Et toutes les saisons d'avant, c'est 52, 48, 45, etc. En comparaison à la Sabonis, c'est sûr que t'en prenais moins, quoi. Effectivement, oui. Mais là, il a augmenté son pourcentage. Et il se classe dans la moyenne haute. Il est aux alentours des... c'est très étonnant parce qu'il est juste... il a le même pourcentage de rebond que Clint Capella. Oui, vraiment. Moi, j'étais surpris quand j'ai vu que par 100 possessions, t'es au-dessus de Capella, des Mark Williams, des Poeltl. Ouais, c'est étonnant. Pourtant, Clint Capella, c'est vraiment sa spécialité. C'est sa carte de visite dans la ligue, quoi. Et si Miles Turner commence à être un peu impactant de ce côté-là, c'est cool.
Mais la variété d'Isaiah Jackson, c'est vraiment les rebonds offensifs. Et ça, c'est vraiment un bol d'air, quoi. Isaiah Jackson, je trouve qu'il casse les coups quand il rebond quand même. Pour les adversaires, ça doit pas être simple parce que vraiment, il joue des coups, il a des bras tellement longs que s'il est un peu derrière toi, il peut prendre le rebond devant ta gueule. Il a vraiment ce côté un peu là où il est un peu piquant. Je vois la stat, 88e centile, il prend 12,6 rebonds offensifs. Il est dans les eaux de, typiquement, DeAndre Jordan, Paul Reed, Richaun Holmes, c'est tous les chiens, en Ouais, fait. C'est vraiment super. Et défensivement, 91e centile, il est vraiment impactant. Bam Adebayo juste devant lui, Youssouf Nourki, DeAndre pas Ayton. mal quand même. Et non, franchement, Isaiah Jackson, on a le profil super. Maintenant, faut pas regarder pour Bitopin, les centiles au rebond. Je trouve que Tyrese Haliburton, Maurice Brown, ils font un peu les efforts, mais ça compense pas beaucoup. Et surtout, encore une fois, si on prend aussi peu de rebonds, c'est parce qu'en fait, en face, ils mettent tous leurs tirs, quoi. Parce qu'on défend pas. Naturellement, ça vient aussi de là, en fait. S'ils ratent pas de tir en face, on va pas prendre beaucoup de rebonds. Ouais, je peux te faire la transition au Bitopin, c'est pas beau. Ouais. Défensivement, 9,8%, 6e centile. Et offensivement, c'est pareil, 10e centile à 4,2. Il est pas du tout impactant, quoi. Mais justement, en parlant du rebond, j'ai pas eu le temps cette semaine, j'étais en train de préparer un hashtag analysons pour ceux qui ont la ref. Concernant Bénédicte Mathurin. Des petites exclus? Oui, petite exclue concernant sa capacité de rebondeur offensif. Donc Bénédicte Mathurin, relativement à son poste, poste 2-3, catégorisé en wing sur Cleaning the Glass, 86e centile de rebond offensif à 15,6%. Il a vraiment cette capacité à prendre son rebond à lui déjà pour s'offrir des deuxièmes chances. Je le sortirai, je pense, la semaine qui arrive, mais dans les extraits, on voit une énorme combativité en fait de Bénédicte Mathurin, et couplé à Isaiah Jackson, en fait, on peut vraiment faire chier les adversaires sur ce point-là, et c'est nouveau pour Indiana parce que on avait vraiment le souci des rebonds défensifs déjà, mais offensifs c'était très bof. Domantas Sabonis qui en prenait quelques-uns, mais c'est tout, quoi. Et là, si la menace peut venir droite et gauche, c'est déjà mieux. Mais moi, je suis assez d'accord. Il a vraiment ce truc où il se bat, quoi. Il se bat très, très, très fort. Il monte tellement haut à aller chercher les rebonds, c'est impressionnant. Il se bat pour les avoir et c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui est vraiment bien. Moi, je suis pas étonné de voir des stats aussi. Après, je pense que niveau placement, il est pas toujours là, mais j'imagine que dans sa tête, choper un rebond, c'est un bon moyen de derrière avoir des points pour lui. Même TJ McConnell, TJ McConnell, il doit être 100e sorti sous les meneurs, parce que purée, lui, il y va. Bon, peut-être pas parce que t'as des joueurs qui sont très grands, des Lamelo aussi, des Doncic qui font beaucoup de rebonds. Mais on a des joueurs qui veulent se battre au rebond. En fait, j'ai quand même l'impression qu'on a les outils. On manque un peu les synergies. Et vraiment, il y a beaucoup de choses dont on manque. Est-ce que j'ai d'autres stats de mon côté? Moi, j'ai des petits trucs rigolos. Comme je disais en off, Tyrese Haliburton, c'est le troisième meilleur bloqueur d'équipe. 0,7 comptes par match. Ouais. Ce qui au-dessus de Jalen Smith, par exemple, des trucs comme ça, au-dessus de Nesmith. En fait, il est très très actif sur les tirs à 3 points. Il contre beaucoup. Je crois qu'il a encore fait un compte sur un tir à 3 points hier. On est très très efficace sur les drives. On est la meilleure équipe de la liste sur les drives en ratio volume réussite au tir. On est 4e meilleur sur les pull-ups. On est un peu en dessous sur les catch and shoot. Et oui, assez étonnamment, on est presque aussi efficace au pull-up que sur les catch and shoot à 3 points. 37,2% pour les pull-ups, 37,8% sur les catch and shoot. On a quand même un peu grâce surtout à Tyrese et je dirais pas mal aussi Mathurin. Sur les pull-ups, on peut vraiment aller chercher des différences là-dessus et ça nous a bien aidé sur le début de saison. J'aurais même peut-être tendance à dire que c'est notre catch and shoot qui parfois est un peu faible en comparaison, où il y a des moments où t'aimerais que ça rentre et ça rentre pas. Je trouve qu'au tir, on a vraiment cette capacité-là à mettre des tirs difficiles, ce qui est un très bon signe. Souvent pour les équipes, mettre beaucoup de pull-ups, c'est quand même prouver qu'il y a un bon talent là-dessus. Même Miles Turner, il est capable de prendre des pull-ups. Maintenant, il faudra juste trouver de la régularité. Mais d'un autre côté, quand on met pas au tir, souvent on arrive à contribuer. On allait faire chier des Milwaukee, même des Lakers. On a perdu le match de beaucoup, mais pendant tout le match c'était serré alors qu'on mettait pas un tir. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien de varier les différentes positions des 3 points, quoi. Ça explique aussi pourquoi on est premier en attaque, tout simplement, parce qu'en fait on est très très efficace sur plein de trucs différents. Drive, pull-up, même catch and shoot, on met des tirs. Ouais. Et comme tu le disais, Tyrese Haliburton, bien sûr, pousse dans ce sens. C'est le premier, si je dis pas de bêtises, en termes de pull-up, et l'efficacité dessus, c'est impressionnant, quoi.
En plus, c'est des tirs très compliqués qu'il prend. Hum. Après, il a réussi à se trouver ses occasions et à se trouver les espaces, mais ça va être un des gars qui prend les tirs les plus difficiles, toujours à 30 feet. J'avais aussi une petite stat sur Andrew Nembhard. On sait que cette saison, il a un petit peu des soucis d'efficacité. 46% au global, c'est très bien, mais un petit 24% à 3 points. Mais il y a un domaine, par contre, où il est élite, sa capacité à prendre des mi-distances. Donc à son poste, catégorisé comme combo, poste 1-2, il est 91e centile à sa position, avec 52% de mi-distance tentée par match, pour une efficacité à 53%. Et ça, c'est super, 93e centile. C'est vraiment important d'avoir ce genre d'alternance dans l'équipe, énormément basé sur le 3 points. Et Anthony Neymar, quand il rentre, il va vraiment agresser la raquette et il se stoppe énormément à mi-distance pour prendre ce genre de shoot de manière efficace. Et ça permet de créer du spacing différemment, quoi. Attirer un peu plus dans l'axe de la raquette et pour ressortir parce qu'il a il a un très bon playmaking et il sait faire la bonne passe pour les shooters intérieurs, quoi. Et vu que je pense que les joueurs lisent bien les scouting reports et ils voient que Andrew Neymar est un peu chiant à mi-distance, donc ça le resserre. Puis j'avais vu aussi, en corrélation avec ça, c'est un des meilleurs joueurs sur isolation et sur drive, en fait. Assez surprenamment, c'était clairement pas ça l'année dernière, mais en fait, cette capacité à trouver un petit mid-range, ça le rend d'autant plus menaçant sur ses pénétrations que il a vraiment ce petit truc du step back ou le petit coup d'épaule pour se décaler, se trouve une petite option qui est vraiment pas mal. Et oui, c'est impressionnant de voir que son jeu a pas mal migré, je trouve, Andrew Nembhard. Bon, il a pas le même rôle du tout, mais le fait qu'il joue beaucoup plus sur isolation, qu'il arrive à se trouver un peu des occasions de tir mid-range, c'est vraiment quelque chose qui est très bien et qui fait du bien à l'équipe, en fait. Ça. Il y a des matchs où juste dans le troisième quart-temps, on met pas un pied devant l'autre et lui, 2-3 fois de suite, il va prendre un petit écran et se trouve un petit distance, soit un petit tir de près. Il joue assez justement, oui, il y a ce tir à 3 points qui est un peu moins là, mais en fait, je pense aussi qu'il joue moins sur catch and shoot qu'avant, vu que c'est lui qui a un peu la balle dans la seconde unité et doit aussi un peu jouer. Et puis finalement, il a pas tant joué que ça sur le début de saison parce qu'il y a eu des blessures. Il y a eu TJ McConnell aussi qui a pris souvent des places. Moi, j'ai envie de voir. Je pense que ça va peut-être se régler un peu par la suite. J'ai espoir. Mais je suis vraiment content d'avoir ce genre de joueur qui apporte de l'alternance. Si je prends tout poste confondu, c'est le 26e joueur le plus efficace à mi-distance. Petite anecdote, le 11e, c'est Tyrese Haliburton. Ouais. Mais là, c'est moins centré sur ça, Tyrese. Ah ouais. Mal, c'est pas mauvais non plus, finalement, je trouve, à mi-distance. Sur les mi-distances assez longs, souvent, il aime bien un peu poser un dribble quand le pivot adverse reste dans la raquette. Pour Tyrese Pour Miles. Oui. C'est un jeu qu'il aime bien jouer en tout cas. Souvent même il va pouvoir même vouloir s'avancer pour trouver un petit espace à la même distance plutôt que jouer le 3 points où il a plus de mal. Ouais. Je sais pas sur les derniers matchs, il a eu beaucoup de mal à 3 points, mais pourtant en mi-distance, il doit être bon sur les stats. Exactement. Excellente analyse. A pu être beau. T'as parlé de mi-distance, les long mid comme ils disent. Il en a pris 14 cette saison, il a 11 sur 14, 93e centile. Donc voilà. T'as parfaitement analysé Meisterner. Je suis d'accord avec toi. Le A-test était bon. Yes. Bon, je pense qu'on est bon au niveau statistique, on va pouvoir avancer la suite. Ouais. Bon, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'on a proposé pendant les 20 derniers matchs sur le début de saison, je pense que c'est un peu intéressant de voir le futur maintenant parce que il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir aussi, discuter aussi de est-ce qu'on va pouvoir continuer sur le rythme, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, est-ce qu'il y a des modifications à apporter potentiellement, se projeter sur les saisons suivantes parce qu'on a des agents libres, des free agency, et c'est l'occasion de parler un peu de tout ça parce que c'est important et surtout en ce moment on en parle beaucoup. Je pense que ça peut être intéressant de voir nos différents points de vue. Si tu veux commencer, Pacers Family. Donc, comme on l'a vu récemment, Adrian Wojnarowski a évoqué le fait que Indiana sera à la recherche d'un joueur typé Siakam Anunoby, comme par hasard. C'est les rumeurs les plus insistantes. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on en a besoin maintenant? Il y a beaucoup de divisions au sein de la communauté. Ceux qui sont plutôt dans le win now, ceux qui sont plutôt dans le fait de vouloir développer, d'attendre. Pour ces deux cas, en tout cas, je suis plutôt dans le prix d'attente parce que pourquoi faire un trade alors qu'on pourrait les avoir gratuitement par signer un trade cet été? C'est assez compliqué. Mais je pense que plutôt globalement, on pourrait chercher le profil qui pourrait être bien à Indiana. Oui, je pense que ça peut être intéressant de se profiter au moins, même si on pense pas qu'il faut faire des mouvements tout de suite, ça peut être intéressant de voir un peu ce que cette équipe a besoin, puisqu'on voit il y a plein de qualités, il y a des choses qui manquent clairement. Ça se sent aussi dans comment on perd les matchs et la tournure que prennent certains matchs.
Moi, de mon côté, je suis un peu comme Pacers Family. Je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt pour faire des changements. Comme ce que disent clairement Tyrese et clairement les joueurs, cette année, l'objectif, c'est atteindre les playoffs, assez globalement. Je pense que on a une équipe pour y arriver. Après, maintenant, gagner en playoffs, on est encore loin de cette étape-là. Je pense qu'il faudra commencer à construire ça dans les années qui arrivent. Et, évidemment, ça peut être intéressant de voir comment construire ça, parce que là, on peut pas juste continuer comme ça et atteindre les playoffs. On a beaucoup de jeunes à développer, donc je pense que on va pouvoir se renforcer sur pas mal de points. Mais oui, dans un futur proche, il faudra quand même réfléchir à quels sont les ajouts intelligents, quel profil de joueur t'as besoin. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux rumeurs, parce qu'il y a plein de choses qui apparaissent et on peut voir un peu qui pourraient être intéressantes à l'équipe. Ouais, je suis d'accord avec toi. En ce moment, je suis en train de me poser une assez grosse question de par la suite de l'équipe. C'est est-ce qu'il faudrait rajouter à Tyrese Haliburton, à l'instar de Luka Doncic et Trae Young, un joueur qui a beaucoup le ballon dans la main ou pas? Parce que avec Trae Young, on a vu que Atlanta est parti sur Dejounte Murray, un joueur qui a besoin de la balle pour s'exprimer. Luka Doncic s'est vu accueillir Kyrie Irving. Quel profil vraiment est complémentaire avec Tyrese Haliburton? Je me pose cette question parce que je vois pour l'instant Bénédicte Mathurin, ce n'est pas parfait entre eux et Bénédicte Mathurin a besoin du ballon pour s'exprimer. J'ai récemment évoqué la situation de Brandon Ingram qui pourrait être amené à être saoulé, pour être gentil, de sa situation chez les Pélicans. Et il pourrait pallier à pas mal de points faibles de l'équipe. J'ai envie de dire que c'est un peu un Mathurin amélioré de par son efficacité. Donc, Je suis bien amélioré pour l'instant. Ouais, va falloir voir sur quel comment dire, le projet s'il va s'accélérer à ce point-là ou pas. Sinon, les profils intéressants, est-ce que on laisse la majorité du temps le ballon à Tyrese Haliburton, pardon, et on va chercher plutôt des finisseurs d'action, mais les meilleurs de la ligue. Je pense notamment à Lauri Markkanen, parle offensivement, parce que le fit défensif n'est pas bon. Oui. Je me pose vraiment la question de quel profil, en fait. On parle aussi beaucoup de OG Anunoby, c'est un bon finisseur d'action, qui n'a pas trop besoin le ballon dans la main, etc. C'est à voir, en fait, c'est vraiment à réfléchir. Le profil, le futur de l'équipe, comment tu agences tout ça? Moi, je pense que déjà, on a un peu cette inconnue-là on a des profils qui pourraient matcher. Bénédicte Mathurin, typiquement, on sait pas trop ce qu'il en est à l'heure actuelle. On voit des belles choses, on voit des moins belles choses. C'est compliqué de se projeter dans le futur avec lui. Jarrett Walker, pareil. Moi, je reste persuadé que s'il devient important dans l'équipe et qu'il prend une place et un rôle qu'on lui prédestinait à la base avant la draft, il pourrait vraiment combler un manque, ce qui changerait clairement nos cibles nécessaires. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux inconnus-là pour l'instant qui peuvent être déterminantes pour le futur et pour déterminer ce qu'on a besoin. J'ai envie de croire que Mathurin peut devenir un scoreur efficace et régulier. Je sais pas, mettre 22 points par match à des bons pourcentages. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Jarrett Walker peut devenir un peu ce défenseur assez polyvalent, qui forcément est pas forcément immense, mais qui peut mettre des tirs, faire des trucs dans la raquette. Et à partir de cet aperçu-là, ça change quand même beaucoup nos choix sur ce dont on aurait besoin. C'est pour ça que moi aussi, je suis un peu dans le mood, il faut attendre pour développer. Parce que si on ramène une star et que finalement, Bénédicte Mathurin commence à avoir un rôle un peu similaire, ça peut être un peu une situation compliquée. Mais oui, après, je pense que pour l'instant, là, si on regarde cette équipe, ce qu'il faut, c'est des gars qui mettent des paniers et de la défense, quoi. Si possible, un gars qui fait les deux, mais ça commence à être des profils assez rares. Surtout que on a des postes de meneurs et de pivots qui sont quand même très très bien remplis. Faudrait typiquement un gars comme ça sous les ailes, et puis faut regarder. Mais il y a pas beaucoup de profils, il va falloir faire des concessions. Peut-être est-ce qu'on a plus besoin d'attaque? Est-ce qu'on a plus besoin de défense? Parce que il y a des profils que j'adore, mais est-ce que on est déjà la meilleure attaque de la ligue? Est-ce que rajouter de l'attaque, ça nous fait vraiment passer un cap? Je suis d'accord avec toi. J'ai envie de te proposer un petit jeu par rapport au futur, au 16 décembre. Lock ou pas lock? Ok. Un petit jeu improvisé, on n'en a pas du tout parlé. Mais au 16 décembre, dans le cadre d'un échange, parce que faudra sûrement passer par là au bout d'un moment, lock ou pas lock? Bon, on va commencer par le plus simple, Tyrese Haliburton. Il est lock. Hein. Il faut même pas un gars contre Tyrese, un All-Star. Non, il y a personne que j'échange contre Tyrese actuellement. Pareil, je suis d'accord avec toi. Andrew Nembhard. J'ai envie de le lock quand même, parce que il montre des très belles choses. Si je dois garder un meneur entre lui et TJ, c'est quand même lui. On sait pas trop ce qu'il peut devenir. Il y a cette valeur-là où il a l'air d'être très très bon et t'as pas envie de donner un gars qui a pas encore montré tout son potentiel. Je te rejoins. J'aime beaucoup sa défense, hein, comme on l'a évoqué. Son alternance offensive, c'est super. Et on en parle pas assez, mais son contrat, Oui. d'après son
Sa draft, on l'a signé sur 4 ans à peu près 2 millions par an. Il est en année 2, donc après celle-ci, il en restera 2 à 2 millions et bah c'est gratuit en fait pour le niveau de jeu. Le rapport qualité-prix, il est génial. Donc on est d'accord sur le fait qu'on n'a pas trop envie de de laisser partir quoi. Et pourtant, au moment de sa signature, c'était le plus gros contrat pour un joueur du second tour jamais signé. Donc, son contrat est hyper abordable, alors que c'était un des plus gros contrats. C'était un petit risque, mais un risque qui s'est avéré vraiment payant. Et depuis quelques années, depuis Tyrese Haliburton, en fait, on n'a pas encore fait d'erreur, j'ai envie de dire, dans les décisions prises, quoi. C'est vraiment super de la part du front office. Donc, Andrew Nebard, je suis d'accord avec toi, lock. On passe au suivant, TJ McConnell. Ça fait chier. J'avoue que c'est un joueur que j'adore, qui est très très important à l'équipe, mais évidemment, il a 31 ans, c'est un joueur qui va intéresser beaucoup beaucoup de monde. Moi, je suis quand même d'avis que je pense que dans l'équipe, moi, je répète, mais je suis toujours pour continuer de développer tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment commencer à lâcher des pièces comme TJ McConnell, que si on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant en retour sur long terme. Je me verrais mal lâcher TJ McConnell pour des trucs à court terme ou pour un profil qui fait pas forcément passer un cap. Mais s'il y a vraiment une bonne opportunité, je pense que malheureusement, il faut qu'on donne de la valeur. Et TJ McConnell est un joueur de valeur, donc il n'est pas forcément lock. Ok, bah je te rejoins totalement. Ça me brise le cœur de dire ça. Mais effectivement, dans le cas d'un trade, il y a des contreparties et malheureusement, TJ McConnell pourrait faire partie d'un échange qui pourrait nous faire step up, quoi. Bruce Brown. Non, je pense que personnellement, je pense que c'est vraiment un des joueurs qui peut avoir le plus de valeur. En tout cas, il y a beaucoup de contenders, à mon avis, qui vont vouloir rechercher des profils comme lui. Ça peut être un profil qui intéresse des gens. Il a un contrat qui est assez ok. S'il est là, par exemple, le 16 décembre, si les équipes se rendent compte à la fin de la saison que ça vaut pas le coup, ils peuvent le lâcher et libérer du cap. Je pense qu'il a vraiment pas mal de valeur. Ça reste un choix court terme parce qu'on avait le cap. C'est pas forcément le plus important dans le futur d'Indiana, je pense. Ok, bah je te rejoins totalement. On est d'accord sur tout pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, bah, c'est un joueur que j'aime beaucoup pourtant, hein. C'est vraiment le role player. C'est les gars super la mettre dans un 5 ou en sortie de banc, c'est super. Après, je me pose souvent cette question, comment je valorise Bruce Brown par rapport à Buddy Hield, je vais le citer juste après, qui a le plus d'importance dans l'effectif, mais bon, dans le cadre d'un step-up de l'effectif, je serais pas trop réticent à l'idée de le lâcher si ça nous fait vraiment évoluer, quoi. Pour moi, c'est les trucs que tu lâches pour le long terme, de toute façon. Si ça peut être un bon pari pour l'avenir, ça peut se faire. Ben Shepherd. Je pense qu'actuellement, il est... Moi, je le mettrais pas en intransférable, en tout cas. C'est un jeune, il apporte du shoot. Après, il a quand même quoi? Il a 22? Il a 22. C'est un profil qui est intéressant. Je pense que si les gars demandent Ben Shepherd au lieu d'un Jordan Nwora, ça peut se faire. Après, j'ai l'impression qu'il a pas non plus des masses de valeur. Donc, est-ce que beaucoup de gens vont le vouloir? Je sais pas. Mais en tout cas, chez moi, il est pas lock. Bon, je te rejoins encore une fois. C'est vraiment un profil qu'on peut retrouver un peu partout, quoi. C'est un shooter. Pour l'instant, c'est catégorie des shooters et des shooters. Il y en a pas des milliers et des cents, mais il y en a. Donc, je pense qu'on pourrait retrouver un peu plus d'expérience, quoi. Buddy Hield. Bah, je pense que de par sa situation contractuelle et aussi son âge, il fait pas forcément partie du projet. C'est un cas que des équipes aussi vont vouloir, un peu même profil que Bruce Brown niveau contrat, niveau hype aussi. Moi, je l'adore. Je pense que avec Tyrese, il est vraiment pas mauvais. Si on peut le re-signer, moi, je serais quand même d'avis de le re-signer. Mais évidemment, si on a des offres, bah, moi, je les écoute. En tout cas, je décroche le téléphone s'il y a un mec qui appelle pour Buddy Hield. Bon, bah, je te rejoins encore une fois. Bah, c'est que ça a l'air plutôt évident pour tout le monde. Alors, si... Je pense aussi, ouais. En fait, comme je t'ai dit, je me pose vraiment la question entre Bruce Brown et Buddy Hield. Mais Buddy Hield, c'est un tel shooter, c'est vraiment cool de l'avoir dans l'effectif. Donc, peut-être que je le lockerai un peu plus que Bruce Brown, mais il n'est pas lock, quoi. Bah, encore une fois, ça dépend toujours de ce qu'on te propose en face. Mais moi, j'aimerais bien qu'on le re-signe parce que ça complémente avec Tyrese. En sortie de banc, il peut apporter et tout. Ouais. Déjà, c'est pas forcément sûr qu'on puisse le re-signer parce qu'il va y avoir beaucoup d'offres. On n'a pas un cap infini. Donc peut-être qu'aussi il y a un peu cette incertitude du futur qui peut l'amener à se faire trader. En plus Indiana et lui se sont mis d'accord en début de saison parce que son rôle il peut pas être aussi important tout le temps maintenant. Jordan Nwora. Bon, je pense qu'on est d'accord encore une fois. Ça me frustre un peu parce que c'est un joueur que j'adore. Je salue Ty Haliburton FR qui est fan de lui. Et moi aussi, je l'adore vraiment et je suis un peu triste de sa situation malheureusement. Et ouais, je pense que même rien que pour lui,
en tant que joueur, il mérite de jouer ailleurs, avoir du temps de jeu ailleurs. Et voilà, moi j'ai envie qu'on le teste un peu plus. Par exemple, hier, on l'a fait rentrer à 3 minutes de la fin, il a mis 2-3 points de suite. Est-ce qu'on se dit pas, s'il était rentré plus tôt, est-ce qu'on n'aurait pas pu construire quelque chose, tu vois? Contrairement à un Buddy Hield qui mettait aucun tir. Je sais pas, moi je trouve malheureusement, on doit s'en séparer, mais j'aurais bien aimé qu'on l'utilise un peu plus. J'aime beaucoup aussi le profil, hein, c'est un profil déjà qui apporte de la taille, parce que on est assez petit, et les Pacers. Et oui, comme on l'a vu la saison dernière, les flashs de création pour soi, qu'on voit encore cette saison quand il et c'est vraiment intéressant. Mais ouais, je le vois bien comme un très bon joueur de banc, mais dans le cadre d'un step-up, je serais enclin à le lâcher, ouais. Et de toute façon, il arrive à un contrat là, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait pas jouer, parce que le contrat, il est agent libre, sans restriction. donc je pense que ouais, je serais enclin il n'est pas lock chez moi. Aaron Nesmith. Ouais, pour moi, c'est un des premiers locks de l'équipe, vu ce qu'il montre. Enfin, il fait une saison, là, il est quoi, 45% à 3 points. Il a vraiment augmenté ses pourcentages de tir de 10 points de pourcentage, pardon, depuis la saison dernière. Ce qui est vraiment énorme. On l'a sur un contrat vraiment pas cher sur le long terme. Il est vraiment trop pratique et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, il a toujours répondu présent. Il a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses pour l'équipe. Donc... Non, mais Aaron Nesmith, la saison qui nous sort, c'est fou. Vraiment. Ouais. On n'a pas fait, j'en ai pas parlé dans le point stat, mais je peux en parler là. Les points par possession à son poste. Aaron Nesmith, 90e centile, 1.31 points par possession. Il est 8e. Le 7e, c'est Giannis Antetokounmpo. Le 9e, c'est LeBron James. Il est bien entouré. Mais vraiment, l'efficacité offensive d'Aaron Nesmith cette saison, on l'a vu en pré-saison, on a dit, c'est quoi ça? Il continue cette saison à 3 points super. Ses drives, ils sont vraiment tranchants. J'aime beaucoup Aaron Nesmith. Et défensivement, top 3 défense de l'équipe. Donc, super. On est bien content de l'avoir. Et vraiment, ouais, top 3, 4 lock. Ouais, je pense que je suis d'accord. Oui, moi je pense que mais vraiment, il est jeune. C'est pas le profil à lâcher, contrairement à Bruce Brown, par exemple, qui est plus, comme tu dis, il est plus âgé et qui fait moins cette saison. Mais vraiment, Aaron Smith, c'est fou. Et puis surtout, il s'intègre trop bien à l'équipe. On a confiance en lui. Moi vraiment, c'est un des joueurs sur lequel je miserais plus ma confiance sur le futur, en tout cas. Là, tout à l'heure, je disais que TJ McConnell, c'était les poumons de l'équipe. Lui, c'est le cœur. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est vraiment le trophée qu'ils ont inventé récemment, la NBA, le Hustle Award, il sera encore dedans. Il fait les bons plays, les passages en force, il se donne, il se jette par terre, il n'a pas peur de, comme dit l'expression, hein, où t'as peur de mettre le pied, lui met la tête. C'est vraiment, Aaron Smith, c'est le super lock. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'il est sur un poste où on n'a pas grand monde pour l'instant, donc. Ouais. Et personnellement, j'aimerais beaucoup le voir titulaire, mais bon, c'est une autre question. On continue avec Bénédicte Mathurin. Je pense qu'on est d'accord. Je sais qu'en Amérique, beaucoup de gens veulent le voir partir parce qu'il a un peu de valeur, mais il faut qu'il reste. Puis s'il reste, on a trop besoin de toi. Mais ouais, moi je pense qu'il a un potentiel qui est vraiment très intéressant et faut pas le lâcher. Bénédicte Mathurin, je suis d'accord avec toi, le lock. Après, ça va dépendre aussi des projets du front office, parce que si l'accélération du projet veut qu'on prenne un joueur un peu plus efficace offensivement, d'un peu plus dans ce profil-là, j'imagine que il sera inclus, surtout si on parle de gros noms. Locke, en tout cas au téléphone, je dis non, il est intransférable. On en reparle dans 1 ou 2 ans. Voilà. Obi Toppin. Encore une fois, contractuellement, moi je trouve que vraiment, c'est limite un des joueurs qui ramène le plus d'expérience dans la team. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Dès qu'Indiana met pas un pied devant l'autre, t'as toujours Obi Toppin qui met 2-3 dunks, 2-3 bons petits cuts. Mais bon, c'est agent libre cet été. Défensivement, il nous aide pas trop dans l'équipe. Ce qui monte cette saison au tir et même à la réussite au tir, il est vraiment très bon là-dessus. Je pense que ça peut intéresser du monde. Typiquement, même des gars qui ont des bons meneurs qui veulent faire des duos comme ça. Ça peut intéresser du monde. Nous, on a clairement des gens derrière pour le remplacer. Si on arrive à le garder d'une manière ou d'une autre, je suis assez content. Moi, j'aimerais bien qu'il soit sous le banc, mais si on arrive à le garder sous le banc, ce serait bien. Mais sinon, j'ai pas forcément trop d'attache avec lui.
Bien, j'aime beaucoup sa complémentarité avec Tyrese Haliburton cette saison. Il le fait vraiment briller. Et les flashs défensifs qu'on a vus récemment de lui font qu'il a. Ouais. Mais oui, le profil est facilement remplaçable. Oui. Mais après, j'ai vraiment bien aimé son sérieux. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais pas Locke. Jarras Walker, Lock tous les jours. Moi, ça reste mon chouchou de la draft. J'ai milité pendant 2 mois pour qu'on le draft et pour parler de lui. J'espère bien qu'il va rester. Moi, vraiment, c'est un de mes premiers locks aussi, hein. Mm. Je le lockerai même devant Aaron Smith. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup d'espérance sur son cas. Je vois qu'actuellement, il y a des choses qu'il fait très bien, des choses qu'il fait moins bien. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps. Trader ce joueur-là qui, pour l'instant, je pense pas qu'il ait beaucoup de valeur, honnêtement. Je reste convaincu qu'il va bien jouer et qu'il peut être vraiment utile. Donc moi, je sais que j'étais très haut sur le profil, donc évidemment que je le protège un peu. Pour moi, c'est un lock indiscutable. Je sais oui. qu'il y a beaucoup de gens qui vont discuter pour se dire ouais, mais si on peut avoir un gros. Moi, je pense que même pour avoir un gros, je préfère garder Jarvis Walker. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'allais rebondir sur ça, sur le fait qu'il est, je pense, peu de valeur. Donc, dans le cas d'un trade à gros nom, peut-être que du fait qu'il ait très peu joué, il sera peut-être moins inclus dans les négociations, à différence de Bénédicte Mathurin qui a déjà prouvé certaines choses, hein, d'une certaine des qualités offensives, etc. Alors que Jarras Walker, pour l'instant, Rick Carlisle ne le fait pas jouer, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que j'en attends beaucoup et que j'espère que ça sera notre poste 4 titulaire à l'avenir. J'ai quand même l'impression qu'il gagne du temps de jeu. Hier, j'ai vraiment trouvé très très pertinent sur pas mal de points. Bon, après, il est moins sur d'autres, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Mm. Et même récemment, j'ai l'impression qu'on le fait un peu rentrer. Dès qu'il y a vraiment un four, on lui dit ok, tu rentres au milieu du troisième. Essaie de changer un peu tout ça. Et j'ai l'impression que petit à petit, il joue déjà un peu plus que tout début de saison. Je trouve ça encourageant. Moi, j'ai espoir qu'il gagne un peu des temps de jeu. Même s'il commence avec du 5-6 minutes par match, ce serait déjà bien. Et ça va un peu dans ce sens-là. Donc j'ai envie de croire qu'il va jouer de temps en temps assez récemment. Mais il a besoin de travailler encore. Mais il a le temps. Vraiment, il a 20 ans. Faut pas penser que c'est terminé parce qu'il a joué 10 minutes sur les 3 premiers matchs. Il travaille. Mm. Le peu de temps qu'il joue, j'aime trop le jeu. Ouais. Il est beau à avoir joué en fait. Je crois que c'était Flotix qui avait utilisé une expression que j'aime bien, c'est un train en mouvement, Jarras Walker, et il est élégant quoi. Il monte des beaux flashs. Franchement, même son dribble, tout donne Ouais. envie de le voir jouer en fait. Bon, on peut finir avec le trident des Mais Jalen Smith. ce qui est compliqué avec ce trident, c'est que je pense qu'il faut forcément garder 2 et en lâcher un. Ouais. Si on a besoin d'en lâcher un. Mais lequel ça dépend en fait, ça dépend ce que les gens veulent. Jalen Smith, moi j'adore beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on essaie de le signer. Mais le fait qu'il soit agent libre cet été fait que peut-être que on a moins d'assurance sur lui en fait pour le futur, ce qui le rend peut-être un peu plus tradable. Mais si par exemple on dit bon on va changer Isaiah Jackson et qu'on garde Jalen Smith et qu'on lui fout le contrat, moi j'ai aucun problème. Mais je pense qu'il est pas lock automatiquement. Mais si on se met à toucher un des deux autres, il devient lock indiscutable. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais si on garde Jalen Smith, j'aurais vraiment quand même envie de... En fait, le plus lock des trois, pour moi, j'ai l'impression que c'est Isaiah Jackson. C'est Jax, hein. Ouais, je suis Il a d'accord. 21 ans. Il est Il est presque aussi jeune que Mathurin, quoi. Ouais, et c'est fou. Ouais. Et sa progression déjà depuis l'année dernière, ça me donne envie de le lock vraiment. Donc je pense des trois, Isaiah Jackson en lock, et après les deux autres, j'aime en Je fait vois, ouais. tellement les trois, c'est fou. Mais je comprendrais qu'on puisse partir sur autre chose au pivot en échangeant Miles Turner en tout cas. Je pense que Après, pour moi, Miles Turner, faut vraiment avoir une grosse offre. Parce que notre système, il est quand même basé beaucoup sur le fait qu'il sache stretch très bien, qu'il est vraiment très très impliqué dans l'attaque et c'est ce qui le rend si fort. Ouais. Évidemment que son profil, si on peut avoir une star, vaut mieux peut-être chercher la star. Mais j'échange Miles Turner contre Jonas Valanciunas, par exemple. oui, non, mais non, pas largement Miles Turner. Mais je le mettrais peut-être pas lock, en tout cas. Je pense pas, mais encore une fois, j'enlève pas Miles Turner pour du court terme. Ouais, c'est vraiment pour le trade quoi. C'est Hmm. avec les, faut envoyer. Tant qu'on peut l'avoir, Ah. je le garde, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il lui reste cette année et l'année d'après, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être ça. Il a 20 millions par an, donc c'est vraiment très très abordable. En Ce plus, qu'il peut ouais. faire, qui peut intéresser des gens, mais ça reste un des meilleurs pivots de la ligue.
Bon, pas top 5 comme il voudrait l'être, mais top 10, ça peut se discuter très bien et c'est important d'avoir des pivots dans le taf. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a fait le tour? Non, on a oublié personne. Non, c'est bon. Rick Carlisle. Je le change pas, je le garde. Pareil. Voilà, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour de ce qui s'est passé dans l'actualité Pacers et de ce qui devrait se passer pour la suite. J'espère vraiment que ce nouveau format podcast préenregistré et monté et travaillé à l'amont vous plaira. On a mis vraiment beaucoup de temps et d'implication. Tout n'est pas parfait, on sait. On est encore en train d'apprendre beaucoup de choses niveau technique, notamment. On est vraiment désolé pour les questions des auditeurs. On a eu un problème avec la prise son et c'était trop galère à retourner. On fera mieux la prochaine fois. C'est une première. Et puis, merci à tous d'avoir écouté. Et on espère que ça vous plaira. Je sais pas si Pacers Family, t'as un petit mot pour la fin. Bon, eh bien je pense qu'on a été assez complet sur tous les sujets évoqués aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et retrouvez-nous sur YouTube et sur Spotify. À la prochaine.